Tu fais super bien le Je clap. fais super bien le clap. Alors, ça va? Bah ça va. On est chez toi là? Est-ce qu'on me voit? Je sais pas. On me voit. On est chez toi. Je suis venu jusqu'à Paris, de ma banlieue, pour venir te voir. Comme quoi, tu vaux le coup. Bah merci, c'est gentil déjà. Alors, juste pour remettre un peu dans le contexte, pour les gens qui regardent, on s'est rencontrés sur Le Secret de Virginie, la pièce montée par Florent Hurel, le premier invité. Mm. Et tu m'as semblé tellement taré qu'il fallait qu'on ait cette conversation. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on s'est retrouvés, je crois que tu peux confirmer, sur l'amour des jeux de mots pourris. Oui. La dépendance au jeu de mots pourris. La dépendance, et ce n'est pas une bonne relation. Je sais pas. Je crois qu'on va se tirer vers le bas mutuellement. Ouais, et on va faire perdre des neurones aux gens qui écoutent si on continue. Donc je vais essayer de me retenir. Ouais, et justement, c'est ce que je pensais. Je me disais, tiens, va vraiment falloir pas trop partir là-dedans, parce que sinon, ça va être impossible. Quoi. Sinon, au bout d'un moment, je tombe à court d'idées. Moi, je crois que tu es beaucoup plus imaginatif que moi là-dessus. T'as dit taré au départ. Hein. Ouais. Oui, mais c'est pour être un peu provocateur. C'est bien, ça. Et ça tombe bien parce que tu as aussi un court-métrage que tu vas sortir sur le YouTube. Mm-hmm. Un court-métrage que j'ai vu hier, du coup. Ah, du coup, on va pouvoir en parler parce que tu m'as dit absolument rien dessus, donc c'est très intéressant. Bien sûr que non, je n'ai rien dit. Oui. Tu sais, depuis ça fait 2 semaines, je garde mes conversations avec toi le plus court possible parce que je voulais tout garder pour là. Pour ça que tu me dis plus bonjour. Non, va chier, c'est comme ça que je commence. C'est vrai. Mais bonjour. Que j'ai vu hier. Et est-ce que tu peux juste nous dire d'où c'est venu? Parce que il est bien à ton image, ce court-métrage. Ouais. Désaccordé. Voilà, désaccordé en un seul mot, et puis ensuite le titre évolue au fur et à mesure en fait du court-métrage, et on le découvre à la fin. Et c'est un court-métrage documentaire, donc c'est pas tout à fait comme un court-métrage classique, on va dire. Et dans les catégories des courts-métrages documentaires, dans les documentaires, il y a plusieurs catégories en fait. Et j'ai regardé toutes les catégories différentes, les choses de témoignages, les choses de restitution historique et tout, et j'ai vu cette catégorie qui était vraiment la catégorie poétique en fait, avec uniquement des images, des effets, des choses comme ça et tout. Et du coup, ça m'a vraiment parlé, j'ai fait « Ah, mais en fait, si, c'est bon, ça annonce ce que j'ai fait. C'est un court-métrage documentaire poétique. » Donc voilà, déjà, il faut partir là-dessus. Donc je pense que c'est assez perché, et je pense que le fait que je sois peintre, en fait, ça se ressent vraiment, parce qu'on voit vraiment une succession de tableaux. Et c'est une sorte d'expression de la pensée, en fait, de ce que tu peux ressentir, mais sans vraiment des formes, sans des cadres, en fait. J'ai l'impression que c'était une sorte de tableau dans un tableau, de succession. Et ça interroge pas mal de thèmes, en fait. C'est un chemin personnel qui interroge des thèmes comme la relation aux autres, l'absence. Parce qu'au départ, c'était pour un concours Arte sur le thème besoin de personnes. Sur le thème de Besoin de personnes. Besoin de personnes, ok. Et donc c'est parti comme ça, au départ vraiment... Même en fait la façon de l'avoir fait, c'était pas vraiment quelque chose de vraiment cadré. Au départ c'était vraiment une expérience, c'est la première fois que je fais ça. Et l'expérience c'était vraiment prendre des images, tu vois, mais vraiment dans l'observation en fait. Et être juste attentif à écouter ce qu'il y a autour de toi. Et en même temps quand tu fais ça, t'écoutes aussi ce qu'il y a dans toi. Et le montage, c'est un truc que j'ai commencé à pratiquer il y a quelques mois avant pour un clip et tout de rap où j'avais fait toutes les... Ouais. On y reviendra. Je te montrerai ça. On y reviendra. Avec un rappeur qui s'appelle Téné Bleu, et j'avais fait toute l'animation. C'est un super nom. Ouais. C'est un super nom. Et qui a les cheveux bleus d'ailleurs. Du coup. Un peu on the nose du coup. Mais bon, ok, d'accord. Téné Bleu, non, j'aime bien. Et donc voilà, j'ai commencé le montage, et après je me suis rendu compte à quel point c'était important quand tu voulais créer quelque chose de savoir faire ça en fait, parce que ça change tout, mais ça change tout, et je me pose plein de questions par rapport à ça maintenant. Ça t'apprend sur le rythme, ça t'apprend à travailler le rythme, même pour l'écriture, ça t'apprend à vraiment trouver la bonne cadence, et ça t'apprend à raconter des histoires, même tu sais, je trouve de façon sociale, tu vois, juste comme ça tu sais qu'est-ce qu'il faut enlever, où est le gras, tout ça. Moi-même, là, j'ai dû
me remettre au montage il n'y a pas longtemps pour ce podcast. Bon, c'est très minimal hein, comme montage, mais juste reprendre ces bases-là, c'était jouissif parce que quand j'étais au lycée, moi, j'avais appris à monter parce que je prenais des trucs de manga. Je prenais des bouts de manga et je faisais des clips en fait derrière de la musique avec des bastons et tout parce que je trouvais ça cool. Mais des images, tu veux dire au départ ? Ouais, des images de manga, des images de dessins animés, d'animé, pardon. Animé, pardon. D'accord, oui. Pas trompé. Pas de manga, BD. Et je faisais, ça s'appelait des OAV à l'époque et on faisait ça sur Dailymotion. Je ne sais pas si ce mot est banni sur YouTube, mais je connais quand même. Oui, c'est peut-être eux qui ont brûlé leur... Tu savais ça ? Non. Dailymotion, leur bureau ont brûlé. Avec les serveurs et tout. Il y a en 2011, 2012. D'accord, et on sait qui a fait ça ? C'est négligence, je pense, plus que... Bon, YouTube. Bref, c'est YouTube. YouTube. Et qu'est-ce que tu... Parce que ça c'est quelque chose... Apprendre... Quand toi, tu as un parcours artistique où tu as appris à faire du théâtre. T'as appris à faire de la peinture ou dans des cours où tu... Alors vraiment, la peinture, c'est complètement autodidacte. C'est ça, c'est quoi la différence ? Parce que là, t'as appris à faire le montage. Ça, c'est en autodidacte aussi, tu vois, c'est pareil. T'as appris à faire la peinture en autodidacte. Et pour toi, c'est quoi le plus gratifiant entre ça et les cours de théâtre que tu as fait ? Quelqu'un te donne le savoir et toi qui chopes le savoir là où tu peux, comme tu peux, toute seule. Je pense que c'est une super question parce que c'est quelque chose auquel je réfléchis vraiment en ce moment en me disant il y a vraiment un effort en fait quand tu vas dans une école, quand tu vas apprendre, quand tu vas te confronter aux autres et à la vie des autres. Et justement en ce moment par rapport à la peinture ou le dessin, des choses comme ça, j'ai cette volonté de changer un peu ce que je peux déjà faire en me disant que c'est peut-être trop facile et c'est peut-être par paresse, tu vois aussi. Que c'était facile, que ça venait comme ça et que j'en fais des choses qui me plaisent plus ou moins et puis ça progresse quand même, tu vois. Mais je me pose vraiment la question de est-ce que ce serait pas intéressant d'aller prendre un cours de peinture juste pour se confronter à la difficulté du labeur en fait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas con. Et c'est pour ça que quand tu opposes ça avec le côté autodidacte et le côté vraiment une école de théâtre, moi j'ai fait le cours Simon, j'ai vraiment été avec d'autres élèves et tout, et ça m'a vraiment aidé et j'aurais pas pu débarquer comme ça en fait. Et je sais pas si c'est possible de débarquer en tant que comédien sans avoir été du tout formé, ni avoir déjà testé le jeu avec d'autres personnes. Tiens, j'en profite, je te coupe. Est-ce que tu peux ramener le micro un petit peu près de le tourner comme ça Voilà, vers ta bouche, ouais. Voilà. Comme ça ? Parfait. Ok. Et donc vraiment, voilà, sans école de théâtre, j'aurais pas pu... ça m'a vraiment permis aussi comment dire, de sortir aussi de ma timidité, tu vois, très très forte, même si je le suis toujours, mais c'est vraiment sans ce moyen-là, c'est sûr que j'aurais pas pu faire ce que je fais maintenant, en tant que comédienne. Les gens pensent que les acteurs ne peuvent pas être timides. Mais ils le disent souvent à chaque fois quand tu leur parles, des choses comme ça, et ils te disent non mais toi tu joues la comédie, des choses comme ça, mais... Tu peux pas être timide. Ouais, c'est ça. Bah si. Ouais, au contraire même. Il y a beaucoup de gens timides ou alors réservés et qui sont de très bons acteurs, quoi. Bah oui, parce que les gens se rendent pas compte que c'est un travail aussi. C'est juste que ce que tu fais sur scène, c'est pas toi du tout. Ça vient un peu de toi, mais c'est pas... Par exemple, dans Le Secret de Virginie, jamais je gueulerais comme je gueule dans ce truc-là. Je me déguise pas en fille non plus. Oui. Dans la vie. Ce que tu fais très bien, d'ailleurs. Merci. Mais le truc, c'est ce qu'on exprime artistiquement, et ça c'est valable un peu pour la peinture aussi, ça, c'est nous, mais c'est pas nous social. Oui. C'est on ouvre une petite partie pour laisser sortir ce qu'il y a en nous, pour vous le montrer, mais c'est préparé. C'est béatifié presque, tu vois, dans le sens rendre beau. C'est poncé en fait, c'est travailler un max pour que ce soit joli et que vous pouvez le voir, parce que si on vous me balancez tout comme ça, n'importe quel être humain d'ailleurs, si tu te balançais toutes ces névroses à la tronche, sans filtre, sans essayer de le cadrer bien, tu ferais une attaque de panique, enfin c'est pas... Et puis c'est intéressant ce que tu dis de sortir de nous, mais c'est aussi sortir des autres en fait.
Et quand tu es comédien, ce que je veux dire, c'est que tu travailles pas uniquement avec effectivement ce que tu as en toi, mais aussi avec toutes les figures, en fait. Tu vois, les symboles et tout ce qui est véhiculé autour de toi, en fait. En fait, tu travailles avec... tu travailles un peu dans les entrailles de l'humanité, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a plein de trucs qui ressortent. Est-ce que tu veux dire l'image que les gens ont de toi, par exemple? Alors ça, c'est vraiment... Je parlais vraiment dans le jeu, tu vois, et pas forcément l'image que tu peux dégager, mais tu peux aussi t'en servir. Par exemple, tu peux être très timide et faire 1m90, effectivement, et tu vas forcément en imposer un peu quand t'arrives. Ouais. Mais ce que je veux dire vraiment, c'est le côté travailler un petit peu, tu vois, avec l'inconscient collectif, le fait que on est tous une sorte de pack, tu vois, à l'intérieur d'instincts et de choses, et on les a pas forcément vécus, mais on se les traîne, tu vois. J'ai l'impression que c'est un petit peu le lot humain, en fait, de se traîner une sorte de patrimoine d'émotions et de sentiments et de névroses et d'instincts, tu vois, qui soient plutôt bas ou plutôt bas dans le sens négatif, tu vois, mais et tous les gens autour de toi et ta culture et tout, j'ai l'impression qu'on se trimballe tout un lot, en fait, et que nous, en tant que comédiens, on fait ressortir ces figures et ces entités, en fait, tu vois, limite. C'est difficile, ouais, c'est difficile à définir, mais c'est à peu près ça que je vois. C'est pour revenir sur ton court-métrage, quand tu as dit documentaire poétique, bah, c'est exactement ça que j'ai ressenti moi quand je l'ai vu. C'est plus de la poésie qu'un film. C'est complètement de la poésie. C'est pas de la fiction. C'est quelque chose à voir avec ta grand-mère. Et tu peux pas t'empêcher parce que je reconnais un peu ton style dans la dichotomie entre... Pardon, j'ai arrêté de dire des mots savants à la con. Entre le virage fait entre la poésie, le lyrisme de tout le court-métrage et la fin où tu finis sur une note absurde comme je sais que tu peux le faire. Ce qui a été... ce qui m'a... Ah, tiens, je m'attendais pas à ça. Un petit peu comme un retour à la réalité, tu vois, la fin, effectivement. Puisque au départ, vraiment, tout au long, c'est dans la tête de la personne, donc dans la mienne, tu vois. Je crois que c'est assez personnel pour dire que c'est la mienne. Et à la fin, effectivement, il y a quelque chose qui fait qu'on n'est plus dans la tête, mais à l'extérieur. Ce truc un peu nouvelle vague où vous êtes dans un film, là, les gars. C'est un film. Coupé. Ceci est faux. J'essaie de chercher le mot pour décrire précisément ce que j'ai ressenti en le voyant. Il y a quelque chose, je vais être honnête là, il y a quelque chose qui m'a fait penser, ça m'a fait penser à quelque part à ce que j'ai vécu à Paris 3, à la Sorbonne Nouvelle, où il y a cet onirisme là. Qui est prévalent dans le théâtre contemporain moderne, dans le cinéma contemporain, tout ce qui est classé dans le contemporain, tu vois, dans la danse et tout ça. Mais en même temps, parce que je te connais et parce que pas beaucoup, mais un peu quand même, et que je voyais les images qui étaient très naïves, du coup, dans la façon de le faire. C'est pas péjoratif, hein, de dire non, pas du tout, mais c'est vrai. C'est... alors moi j'ai un petit souci, mais c'est juste moi avec les œuvres dont j'ai besoin d'explications, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai ressenti ça en regardant ton court-métrage, mais en même temps, comme je disais, c'est ça, c'est au bout d'un moment la tête lâche et on revient vers cette naïveté, c'est cet enfant qui est en train de se demander quelque chose d'assez profond sur sa relation avec sa grand-mère, j'ai l'impression, c'est ce que j'en ai tiré moi. Et du coup, je me suis demandé à la fin, j'ai vraiment, mais est-ce qu'elle est encore là, la grand-mère? Est-ce qu'elle est encore vivante? Oui, merci. Mais je me demandais justement si ça allait... parce qu'il y a un côté hommage, en fait, tu vois. Ouais, mais ça fait un peu deuil. Un petit peu, parfois. Mais tout à fait, parce qu'il y a aussi cette relation à la séparation, tu vois, effectivement, et la séparation dans la vie comme dans la mort, en fait. Et une acceptation aussi. Et c'est vrai qu'en fait,
ça en prend le chemin, tu vois. Ça en prend le chemin, donc forcément, ça m'étonne pas en fait que tu aies pensé ça en fait. Bah après, c'est peut-être aussi moi, parce que moi, ça fait des années que j'attends un petit peu le couperet qui va tomber. Tu vois, c'est à partir au début, quand tu entres dans ta vingtaine, tu veux pas trop y penser. Ouais. Et puis plus tu vieillis, et plus tu et je sais pas si c'est une combinaison du temps qui passe ou toi qui mûris, mais tu te prépares. Ouais. Tu te prépares et tu penses être prêt. Et c'est ça, et tu l'es jamais en fait. Et ça, je ne sais pas. Et ben j'ai la chance de ne pas savoir encore. Ouais. Donc ça c'est bien. Mais je trouve ça incroyable, ça fait 2000 ans. Enfin, on meurt depuis toujours, tu vois, et on n'a toujours pas fini par accepter vraiment. On est toujours surpris, même quand t'as une personne en phase terminale, t'es encore surpris de sa mort. Et je trouve ça incroyable, tu vois. C'est une espèce d'obstination à non, on va pas mourir. C'est. Je sais pas. Une analyse évolutionniste de la chose dirait que c'est peut-être ce qui nous a fait qu'on est encore la race dominante sur cette planète, c'est ce rapport au deuil. C'est peut-être quelque chose de positif pour nous, pour notre survie, parce que pourquoi ça serait là sinon? Mais en même temps, les évolutionnistes, ils pensent tout ce qui existe est là pour une raison qui fait qu'on survit. C'est une raison qui fait que ça nous a permis de survivre. Si t'as la peau noire en Afrique, c'est pour survivre. Tu vois. C'est comme ça qu'ils voient le monde un peu partout. Donc parfois c'est un peu difficile de... Mais du coup là tu mets sur le même plan quelque chose qui est culturel comme la mort, en dehors du fait physique que tes cellules elles dégénèrent et que ton cœur s'arrête. Je pense que l'absence, pour les gens qui restent, l'absence c'est vraiment physique. Ah oui, non, je suis d'accord, mais ça reste culturel, tu vois. Tout ce qui est humain est culturel, et le deuil dans toutes les... comment dire, même d'un pays à l'autre, d'une famille à l'autre, d'une coutume à l'autre, ça change complètement, tu vois. Et... Ouais, mais tous le ressentent. Oui, ouais. Mais même... après, il n'y a pas que les hommes, quoi. Mais les animaux, ils ressentent la mort, mais ce que je veux dire, c'est que le deuil, le fait de le ressentir, c'est peut-être la partie biologique, et la façon de le traiter, là, c'est culturel, tu vois. C'est là où je mettrais pas... tous mes œufs dans la catégorie construction sociale surtout. Oui. On est des êtres animaux aussi qui font qu'on a le fait qu'il existe a l'air plus biologique pour moi, et la façon de l'exprimer a l'air culturelle. Ça c'est intéressant parce que le deuil, on va dire que ça s'inscrit aussi dans ton corps en fait, c'est vrai. Je sais pas, mais moi bon, j'ai déjà eu des deuils, mais c'est physique. C'est très physique comme sensation, c'est pas dans la tête, c'est non, mais c'est dans moi je le sens là. Moi je le sens là. C'est comme le même endroit que la tristesse. Oui. D'autres personnes le sentent là. Ma femme, elle le sent là. Et là. Mais ça, je pense que ça dépend de comment l'énergie marche dans ton corps, en fait. Parce qu'on n'a pas tous la même façon de fonctionner au niveau de l'énergie. On va tomber sur le sujet, sur le sujet polémique. Alors, avant d'aller là-dessus, je suis très intéressé et très curieux, parce que je suis très curieux, de ta grand-mère. Elle a l'air d'être... Alors, elle est dans une maison de campagne, c'est ça? Elle est à la campagne. Et c'est là où le tournage a été fait en entier, en fait. C'était vraiment une volonté de tout faire au même endroit. Sauf à un moment, effectivement, quand on part dans un autre endroit. Dans une cathédrale, exact. Je crois. Ouais. C'est quelle cathédrale, tu peux dire? Chartres. Chartres, je crois y avoir reconnu. Oui. Belle cathédrale. Et tes parents sont de la campagne aussi ou pas du tout? En fait, parce que tu as grandi à la campagne, c'est ça la question. Alors, moi, je suis née à Paris, et ensuite, je suis partie en Charente-Maritime. Donc, on va dire de mes 8 ans jusqu'à 14-15 ans, j'ai grandi à la campagne. Et j'ai adoré ça, en fait. J'aurais pas voulu avoir une autre enfance que ça, et courir dans les champs, avoir de l'herbe. Tu m'étonnes. C'est vraiment, je vois pas comment est-ce qu'on peut être un enfant dans une ville, surtout quand on sort... Un autre type d'enfant. Ouais. Un autre type d'enfant. Mais peut-être que ça va plus à certains enfants qu'à d'autres, mais personnellement, c'était vraiment une très bonne chose. Je pense qu'il faut un peu des deux. C'est toujours la réponse du lâche. Il faut un peu des deux. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Tout à fait. Et donc ta grand-mère, elle vit toujours à la campagne? Alors elle vit toujours à la campagne. Dans cette maison, elle est toute seule? Elle est toute seule. Mon grand-père est décédé il y a quelques années. C'est pour ça qu'à un moment, on l'aperçoit en fait dedans. Il y a aussi cette séparation-là, tu vois, parce qu'il y a peut-être la mienne, celle que je peux ressentir, mais aussi celle des autres autour de moi, tu vois. Et la vie que tu peux en avoir, et il y a aussi ça dedans, tu vois, même si c'est pas... comment dire, c'est pas très expliqué,
mais c'est aussi ce rapport au deuil des autres, tu vois. Parce que je trouve ça... C'est terrible la place que tu dois prendre dans le deuil des autres. Et je trouve ça... Alors ça, c'est vraiment personnel, mais je trouve que c'est plus difficile de gérer le deuil de quelqu'un d'autre à côté de toi que tu aimes que ton propre deuil à toi. Ouais. C'est très, très compliqué, ça. Ouais, je suis d'accord. Et donc voilà, ça y est aussi. Donc elle vit encore dans cette maison. C'est une maison qu'ils ont achetée avec mon grand-père il y a bientôt 30 ans. Et c'est la maison de mon enfance. Et puis c'est vraiment une maison, tu vois, c'est un décor qui est vraiment fait pour y rêver et pour faire de la poésie, justement. Enfin, et tu rentres dedans et tous tes problèmes s'envolent. Ah ouais. C'est une bulle, quoi. Ah, je pense qu'on a beaucoup d'entre nous cette maison, cet endroit où c'est familial, où c'est les Noëls, et c'est les repas dimanche, et c'est safe. C'est safe. Il peut rien t'arriver de mal là-dedans. C'est à part papy qui dit une phrase raciste de temps en temps. Ouais. Ça en est presque plus rigolo que... voilà. Moi en Algérie... Non, papy. Ouais. Calme-toi. Moi, mon grand-père, c'était tout le temps les socialo-communistes. Tu vois, il disait tout le temps ça à chaque fois. Hollande, oui, voilà, c'est ça. C'était ça, donc... Ouais. Ah, c'est intéressant. François. Je pensais que la référence serait plus vieille. Mais on remarque, Hollande est là depuis 92, donc oui, forcément, c'est peut-être une référence assez datée maintenant. Ta grand-mère dans le court-métrage pas fiction, docu poétique, elle dit vous êtes bien tous les deux. Cette phrase revient. Ouais. C'est toi et la personne qui est pas à la caméra là. Ouais. Ouais. Et c'est. C'est quoi? C'est son regard quand elle a dit ça. Ouais. Et vous regarde et elle dit vous êtes bien tous les deux. Il y avait un mélange de je suis très content pour toi, je suis nostalgique. Ah oui. Et je me reconnais. Il y avait quelque chose comme ça, je me reconnais dans ça. T'as tout à fait compris. T'as vraiment tout à fait compris, vraiment. J'aurais dû faire psy. Psy pour grand-mère. Psy pour grand-mère. Ça doit être... Putain, quelle spécialisation bizarre. Puis attention, faut se presser, hein, parce que... Oui, il y a vraiment cette phrase-là, en tout cas, parce que ma grand-mère, je considère vraiment que il y a des personnes dans ta vie que tu peux croiser et qui sont vraiment à part, tu vois. Et cette grand-mère, elle a vraiment une poésie, mais profonde. Elle m'a sorti les plus belles phrases que j'ai jamais entendues de ma vie. Et encore, elle me les sort encore, en fait. Elle travaillait dans quoi, ta grand-mère? Elle ne travaillait pas. Elle travaillait pas? Elle a jamais travaillé, elle s'est toujours occupée de ses enfants. Elle avait toujours un sens très artistique, tu vois, faire de très très belles choses, des décorations magnifiques et tout. Et ton grand-père? Mon grand-père, il était vice-président de la Chambre de commerce de Paris. Et avant, il travaillait... je pense que ça doit être un poste style PDG, tu vois, dans une entreprise de levure. Mais je n'ai jamais le nom pour... C'est toujours ce que j'ai entendu quand j'étais enfant. Alza. C'est un truc comme ça. Et d'ailleurs, il aimait pas la levure chimique parce qu'il était énervé en disant non, ça n'existe pas la levure chimique, il y a que la vraie levure. Enfin bref. Voilà. Bah, c'est pas de la levure. Oui, d'accord. Ça, et les socialo-communistes, gros sujet de... il a raison quelque part. La levure chimique, c'est pas de la vraie levure, c'est du bicarbonate. Donc, voilà. Pas... Et donc voilà, il travaillait là-dedans. Et je sais plus ce que je te disais juste avant. Qu'est-ce que tu me ta grand-mère qui n'a pas travaillé, qui avait un sens artistique, tout ça. Et qui me sort des phrases magnifiques. À un moment, je lui parle sans doute d'un projet que je devais faire, une pièce ou quelque chose comme ça, en disant non mais, enfin, j'ai peur que ça fasse trop ou des choses comme ça. Et d'un coup, elle me regarde et tu sais, c'est vraiment le moment où ces gens ils te parlent et il y a vraiment un silence en fait. Et elle porte les choses et elle te dit, mais tu sais Alice, quand on veut faire du beau, on est toujours prétentieux, tu vois. Et c'est direct en fait et c'est tellement vrai. Enfin il y a des gens qui ont la bouche de la vérité, ben elle est là et c'est pas parce que c'est ma grand-mère quoi, vraiment. Donc elle était authentiquement, c'est ça le truc, c'est que voilà. Alors là, c'est le truc que tu as très bien réussi avec ton film, c'est que j'ai l'impression de savoir qui elle est avec elle a parlé quoi techniquement en temps cumulé 35 secondes. Ouais, pas beaucoup plus quoi. Ouais. Mais c'est comme si elle était déjà là, tu vois. Donc c'est ça, c'est ce que tu as très bien réussi avec ce documentaire, c'est tu as trouvé l'essence de ta grand-mère et tu me l'as... Enfin, j'ai l'impression de ne pas m'être beaucoup trompé en faisant des
des spéculations sur qui elle est, comment elle est. Elle est chrétienne, ta grand-mère. Elle est croyante, hein. Écoute, elle est baptisée, mais ça fait... On en parlait justement au téléphone il n'y a pas longtemps. Elle me dit, moi, je ne prie pas. Tu vois, mais c'est... Ouais, ça, c'est un acte. C'est ça, juste mais... croire. Je pense qu'elle en a eu besoin à la mort de mon grand-père, parce qu'elle m'a dit qu'elle avait besoin d'aller dans des églises ou des choses comme ça. Mais après, elle l'a pas fait énormément, et elle n'a jamais été très, très pratiquante, tu vois. À part... parce que c'était aussi une époque où tu allais à l'église quand tu étais enfant et tout, vraiment beaucoup plus régulièrement que maintenant, quand tu es chrétien, baptisé, des choses comme ça. Mais elle n'a pas un rapport avec la religion qui est extrêmement fort, quoi, en fait. Plutôt, tu vois, avec la spiritualité, en fait. Mais je pense qu'il y a ça. C'est une des premières questions que je t'ai posées, je crois, quand on s'est rencontrés, c'est ton collier. Oui, ma médaille. C'est Sainte-Marie, hein, je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, ouais. Ça, c'est mes autres grands-parents. Pourquoi tu mets ça ? Pourquoi je mets ça ? Alors, déjà... Parce que j'ai pas l'impression que tu sois croyante, vraiment, dans le sens dogmatique, hein, dans le sens Dieu, Jésus, Marie, Joseph, tout ça. Mais je ne suis pas religieuse. Mais je suis quand même très croyante en beaucoup de choses. Et je pense... Enfin, en ce moment, justement, je suis déjà sur un prochain court-métrage avec une de mes sœurs dont je t'avais vite fait parler et tout, qui fait du chant grégorien et qui était justement un moment bonne sœur. C'est beau, ça. Et qui est plus bonne sœur et qui continue dans l'artistique et qui est une femme formidable. Et justement, on s'interroge sur la spiritualité et la croyance. Et dans les religions, en fait, la spiritualité, elle n'est pas toujours là, en fait. Donc, mon rapport à la croyance et à la religion, c'est je suis pleine de croyances, mais je cherche les chemins du spirituel. Le prochain court-métrage. Voilà. Donc, on parle de spiritualité, du coup, et je vais m'allumer une clope parce que... C'est très spirituel. C'est très spirituel. La clope, c'est mon spiritueux. Oh, je ne sais pas si j'aime cette phrase. C'est français ou pas ? Non, je sais pas. Non. Non, les gens me voient avec la cigarette électronique, mais j'ai arrêté de fumer techniquement, mais je trouve que pour une... ça va, tu vois, la clope, la religion, les drogues, tout ça, ça tu vas voir, on va peut-être arriver sur un petit sujet, saut, un arc assez englobant sur les trois trucs en même temps. Donc, tu disais... Pardon. Tu disais sur... Donc tu fais un court-métrage avec ta... C'est un court-métrage peut-être oui, ça va être un court-métrage. Avec ta sœur sur la spiritualité. Justement, une des raisons pour lesquelles je voulais faire ce podcast, c'est sur les petits commentaires que tu m'avais déjà fait sur la spiritualité. Et je trouvais ça très intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. D'accord. Donc, je vais peut-être commencer moi, te dire ma version spirituelle. Parce que comme toi, j'ai autour du cou mon... Non, ça se voit pas. mon petit collier de baptême, je sais plus comment on appelle ça, avec Jésus-Christ sur la croix en train de souffrir l'agonie. Ça, c'est très particulier encore. Ça, c'est qu'on vienne dessus. Mais... C'est génial. Je trouve ça, c'est hardcore. C'est métal. Christianisme, c'est métal. C'est pas de l'or. C'est pas quoi ? C'est pas de l'or. Voilà, ça c'était gratuit. C'est de la myrrhe et de l'encens. On s'arrête maintenant. La cigarette, du coup, je comprends mieux. C'est l'encens. Et j'ai été cultivé. Enfin, j'ai été. T'as baigné ? J'ai baigné dedans. Voilà, comme Obélix. J'ai baigné dedans quand j'étais jeune, au Liban notamment, où la religion prend une place encore importante. Comme en France, encore il y a 50 ans, 60 ans, un petit peu avant même. J'ai fait mon baptême, j'ai fait ma première communion. Au Liban, on n'a qu'une communion, donc première communion, ça fait les 3. Et j'étais très impliqué là-dedans. Parce que j'ai fait du scout, j'étais au catéchisme tous les samedis. Et j'allais à la messe un dimanche sur 2 avec ma grand-mère et j'y allais parce que après elle m'achetait un pain au chocolat. Un pain au chocolat libanais. Donc voilà, c'est de la merde. Mais mais je savais pas à l'époque.
Et mon chemin a fait le chemin assez habituel du français, parce que je suis revenu en France après, est parti de je vais à la première communion, je crois en Dieu, je crois dans toutes les règles qu'on me donne, je crois dans l'histoire de Dieu a créé la Terre en 7 jours, même si mon esprit scientifique commence à se développer quand j'arrive au collège, et que mais attends, mais si la Terre, Dieu il a fait comment? Bon bref. Et je fais le chemin donc du croyant vers l'athée. Et ça, à quel âge, excuse-moi, t'es arrivé en France Je suis arrivé en France à 12 ans. D'accord. Je suis revenu en France. J'étais en France avant. Ouais. Je suis revenu en France à 12 ans. Et le chemin de l'athéisme a commencé à ce moment-là. Je t'ai déjà raconté de l'histoire des gens qui m'ont traité d'homophobe très vite, alors que j'avais 14 ans. Et je me disais, je sais pas. J'ai jamais rencontré. Et je deviens super athée. Je deviens le champion de l'athéisme à 20 ans, 18 ans. Tu sais, tu sais, à 18 ans, t'as aucun doute. Tu es king of the world, tu sais. Tu sais que ça n'existe pas. Et depuis 2 ans maintenant, à peu près, ma relation avec le christianisme et la religion s'est apaisée. Avant, j'étais combatif. Maintenant, je suis plus... J'ai cette théorie évolutionniste dans ma tête, qui fait que si la religion, et si les religions et les textes sont encore là aujourd'hui, 1000 ans après, ça n'est pas que de l'oppression d'un dogme, c'est qu'il y a quelque chose dans ces textes, il y a quelque chose dans ces religions qui a fait qu'on a survécu. Et cette spiritualité, du coup, pour moi, est basée sur des codes et des règles qui sont en nous, en tant que société, notamment chez les Occidentaux, c'est judéo-chrétien, chez les Indiens, c'est l'hindouisme, chez les Chinois, c'est... comment ça s'appelle taoïsme. Ah oui, j'allais dire shintoïsme. Oui, shintoïsme. Toi aussi, ça. Shintoïsme, ça fait raciste, tu trouves pas? C'est comme nom, c'est ce shintoïste. C'est vrai. Ça fait shintok, c'est pour ça que ça fait raciste. Mais c'est un vrai truc, ça existe mais vraiment. C'est un vrai truc, mais le mot fait raciste. Le mot fait, c'est un peu dénigrant. Que belgéisme. Je suis en train d'étouffer ton copain. Ça va, Thibaut? Nickel. Il a dit nickel. Il n'est pas attaché à une chaise. Non. Il ne tient pas la lumière. Et du coup, je me suis perdu à dire des conneries. Donc, ce que je veux dire, c'est que ma relation avec la religion s'est apaisée. Et, mais qu'il y avait peut-être une raison, en tout cas, que ça existe. Et qu'il y a une raison, voilà, et qu'elle est basée sur ces règles-là qui font qu'on puisse vivre à 60 millions dans un pays sans s'écharper. Alors, honnêtement, c'est une question justement que je me suis déjà un peu posée sur le fait de trouver, tu vois, l'intérêt sur des choses pratiques de la religion il y a 1000 ans et maintenant, et voir en fait si on peut s'en passer. Et du coup, qu'est-ce qu'il en reste? Est-ce que, tu vois, par exemple, des trucs d'hygiène ou des choses comme ça liées à des cultures religieuses? Est-ce que maintenant, ça a toujours... Genre les trucs les restrictions alimentaires, ouais, tu veux les dire, choses comme ça et tout, qui avaient apparemment des fondements vraiment de choses pratiques, de survie et tout, enfin de bon ordre en fait. Ou les choses, tu vois, par exemple, pour tout ce qui est la justice, des choses comme ça, assurer un ordre en fait. Il y avait un ordre et aussi un truc de sécurité, par exemple de situation d'hygiène et des choses comme ça. Oui, c'est-à-dire que c'était pas forcément évident à l'époque, genre 2000 ans, 5000 ans avant Jésus-Christ, que tu ne tueras point. Oui. C'est maintenant évident pour la plupart des sociétés, pour la grande majorité des sociétés en France, dans le monde. C'est une évidence. C'est pas évident que ce soit une évidence. 5000 ans avant Jésus-Christ, 6000 ans avant Jésus-Christ, même 12 000 ans peut-être avant Jésus-Christ. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est de vouloir, tu vois, c'est comme si tu prenais le passé comme un avenir, en fait, tu regardes ça dans l'autre sens, et tu peux très bien te rendre compte que c'est pas évident non plus que ça existe maintenant, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est sûr. C'est une question, en fait, le temps, tu peux le regarder dans les deux sens, en fait. Mais sur les choses pratiques, en tout cas, il y a des supports aussi maintenant différents, tu vois. Par exemple, la religion, à un moment,
certains pays, certains moments de l'histoire avaient une importance telle que la politique avait moins d'importance. Et maintenant, il y a ça. La justice, les lois, les choses comme ça. Maintenant, je prends juste le cas de la France parce que je pense que c'est tellement différent d'un endroit à l'autre. Mais il y a déjà un remplacement de tout ce qu'assurait la religion, on va dire. Maintenant, elle est assurée par beaucoup de choses qui font la société, la justice, les lois et compagnie. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il en reste? Et pourquoi c'est intéressant? Et justement, on rebondit sur le spirituel, en fait. Sur quelque chose qui fait que ta vie, elle ne tourne pas autour de quelque chose qui est codifié avec des lois, là où en fait tu vis, tu travailles et tu meurs, en fait. Et t'aspires à autre chose. Et tu rencontres le spirituel et tu peux le rencontrer partout. Je pense qu'il y a des... Et notamment dans l'art, en fait. Je considère vraiment que la pratique artistique, que ce soit dans la comédie ou dans la peinture ou la musique, enfin n'importe quelle chose qui soit créative, pour moi c'est une connexion avec autre chose, et pour moi c'est ça la spiritualité, c'est une connexion avec autre chose. Les historiens de l'art savent tous que religion et art à une époque étaient presque indissociables. Indissociables. À une époque, tu ne faisais pas d'art si ce n'était pas de l'art religieux. Et c'est pas parce que c'était interdit, mais c'est parce que c'est ce qui inspirait. Ouais. C'est aussi là où il y avait l'argent, parce qu'il fallait payer les artistes. Mais art et religion ont souvent, surtout l'art pictural, plus particulièrement, ont une relation tellement symbiotique, Moyen-Âge, même un petit peu avant, même après, pendant la Renaissance aussi. La Renaissance, la montée du rationalisme, beaucoup de peintures sont des scènes bibliques. C'est vrai, et toutes les commandes des fresques, des choses comme ça et tout, et tout le patrimoine artistique qu'on a de cette époque, effectivement, c'est toujours en lien, quoi. Et c'est codifié aussi. Maintenant, c'est pour mettre un peu d'eau dans le vin, je sais pas si ça arrive à tout le monde quand de ce même chemin du début de la vingtaine à la fin de la vingtaine, c'est ce chemin de mettre de l'eau dans son vin, de voir les bons côtés même du dogme parfois, même d'un certain dogme qui est, par exemple pour ma grand-mère, ce dogme c'est une routine. Et c'est une routine qui est apaisante, et ça la force aussi tous les dimanches, parce que ma grand-mère ne peut pas poser ses fesses sur un siège plus de 5 secondes, elle est tout le temps debout, elle a presque je sais plus, elle a peut-être plus que 80 ans maintenant. Toi aussi tu figes dans les âges parfois, tu refuses qu'ils avancent. Non, c'est terrible. Ma grand-mère elle a 75 ans depuis 15 ans maintenant. Boy, thank you. Merci. Et ça l'oblige, peut-être, tous les dimanches, à se poser et refléter sur elle-même, sur sa vie, sur son but, sur ses buts, sur ses choix, tout ça. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, peu de gens de notre âge, surtout ceux qui ne sont pas dans l'artistique, peuvent faire ou prennent le temps de faire. Moi, je suis constamment assiégé par mes écrans. Mes multiples, tellement nombreux écrans. Mais ça, après, je pense qu'on est... après, c'est un choix, après, aussi. Ouais. C'est toi qui fais le choix de ça. J'ai même... Attends, mon père m'a passé un AirPod. Un iWatch. Et j'avais pas de montre, et c'est cool, c'est un gadget sympathique. Et même l'iWatch te dit, à la fin de la journée, tous les gens qu'on a eu le savent, prenez un moment de réflexion, posez-vous 1 minute. Et tu dis, mais fuck you, c'est pas ton job, laisse-moi tranquille, et tu enlèves la notif. Mais c'est comme les applications, tu te rends compte que c'est incroyable qu'il y ait des applications pour méditer ou alors pour penser. En gros, t'as besoin d'une application pour prendre du temps pour toi, en fait. T'as besoin d'être guidé constamment par ça, mais c'est dingue. Quelque part, peut-être pour reprendre ça, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on fait souvent. Alors, nous, on est de la génération on est né début 90, enfin, je ne me trompe pas. Ouais. On a eu encore cette petite période où on jouait dehors. Oui. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas eu la possibilité presque de jouer dehors, pour différentes raisons. La première raison, c'est les écrans qui commençaient à proliférer. La deuxième raison, c'est que les parents
les parents des gens qui sont nés dans les années 2000, notamment dans les sociétés occidentales, et sont extrêmement frileux à l'idée de laisser leurs enfants dehors. C'est comme si la menace était tellement grande dehors que du coup, ça vaudra toujours mieux à l'intérieur. En fait, on sait très très bien ce qu'il y a sur les applications. Je parlerai même pas... Je suis terrifiée par TikTok. Je suis vraiment terrifiée par TikTok. Ouais, moi aussi, ouais. Quand je vois des petites... Mais justement, l'autre jour, je marchais et tout dans le quartier et je vois 2 petites en train de faire une chorégraphie. Tu vois, elles devaient avoir, je sais pas moi, 10-12 ans, quelque chose comme ça. Et tu savais ce qu'elles étaient en train de faire parce que tu comprends un peu le système, il y avait le portable devant et tout. Ouais. Elles étaient dehors, mais elles étaient quand même enfermées là-dedans, tu vois. Ouais. Et je trouve ça... Après, vous avez une chorégraphie, donc peut-être que c'est un peu artistique. Ouais, peut-être, mais... mais ça, c'est très intéressant. Pour quel but, en fait? Ouais. Tu vois? Est-ce que c'est je fais de la chanson pour passer à la nouvelle star, ou est-ce que je fais de la chanson parce que j'aime la chanson? Est-ce que ça leur fait vraiment du bien, tu vois? Parce qu'en fait, quand je fais quelque chose d'artistique ou n'importe quoi, en général, la vie, c'est quand même pour être heureux. Donc, tu fais des choses pour te faire du bien. Mais est-ce que TikTok, ça leur fait du bien? Est-ce que le fait de se mettre... c'est de la dopamine rapide. Après, c'est peut-être que ça leur rend heureux. Ça les rend sûrement heureux. S'il y a assez 5 de likes, secondes, s'il y a assez de likes. Je sais pas si on dit des likes, du coup, sur TikTok, j'en sais rien. Je sais pas. C'est quoi sur Copain d'avant? MySpace. Qu'est-ce qu'on mettait sur Copain d'avant? On va retourner sur MSN, ça va être très bien. Ah, MSN. Mais tu vois, ça c'était vraiment super sympa MSN, parce que t'avais quand même le moyen, avec tous les pseudos à rallonge là, de tes copains et tout. C'était hyper customisable. Ouais. Et c'était juste une boîte mail en direct et c'était super sympa. Tu rentrais pour rien dire, mais tu rentrais... Mais c'était surtout ce que je dis, c'était très customisable. Aujourd'hui, je traîne un peu sur Instagram parce que je dois promouvoir ce show et le théâtre, tout ça. Donc j'ai appris pour le théâtre, j'ai appris à faire non pas un réel, si c'est un réel, une story. Un réel. Une story. Ah oui, non, une story. Putain, j'ai l'air tellement vieux quand je parle. J'ai appris à faire une story et à mettre tous les captions, les trucs, les liens vers l'autre truc. Donc j'ai appris. Donc parce qu'il faut quand même il faut savoir utiliser ces outils-là, c'est important. Mais je traîne du coup, et toutes les stories se ressemblent. C'est les mêmes. Tout le monde fait les mêmes chorégraphies, tout le monde fait les mêmes vidéos. C'est uniforme, C'est tellement uniforme, c'est tellement les mêmes choses à chaque fois. MSN, c'était juste nous qui parlons. On avait tous des typographies illisibles sur chacun la sienne. Épilepsie, quoi. C'était impossible. Moi, j'avais une typographie en mode papyrus. Mes amis, surtout mes amis filles, avaient genre une lettre... c'est un emoji par lettre. En fait, quand elle tapait T, ça faisait un T avec plein de froufrous qui sortaient de partout. I, pareil. Chaque lettre avait c'était illisible, mais tu reconnaissais qui parlait du coup. Alors que là, toutes les stories Facebook, Instagram, TikTok, c'est les mêmes. Il y en a pas un. Il y en a un qui est original, c'est celui qui lance un mouvement qui fait que 50 millions d'autres pégus font la même chose. Oui, c'est ça. Est-ce que ça crée une société de moutons? Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a une perte d'identité, tu vois, là-dedans. Ouais. Mais d'où je pense que ce retour, il serait bon de revenir, je pense, vers un retour vers la spiritualité, de se dire que... Mais pour avoir cette spiritualité, il faut avoir aussi une certaine humilité. Parce que pour être spirituel, je pense qu'il faut imaginer qu'il y a quelque chose au-dessus de toi qui est plus fort que toi. C'est marrant parce que là, tu le vois encore avec une vision un peu de confrontation, tu vois. Non, pas forcément. Non, c'est quelque chose de reconnaître le monde. T'as dit le mot fort, c'est pour ça que j'ai appris là-dessus. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Parce que testostérone. Tu vois, parce que plus fort et plus grand, pour moi, c'est pas la même chose. Plus grand, oui, d'accord. Mais pour moi, ça se rejoint un petit peu. Je vois ce que tu veux dire. Mais tu as raison, il y a aussi cette chose, pour moi, le monde veut constamment te tuer. Tu es fragile. Tu vois, et c'était la condition encore plus vraie pour nos ancêtres. Et quand je parle d'ancêtres, c'est début de la civilisation. Et même avant, et même quand on était encore une sorte de primates. On est toujours des primates, mais plus
plus arriéré, reculé, je sais pas quel est le bon mot, mais poilu. Poilu. Je sais pas. Je sais pas si, non, je sais pas si c'est encore d'actualité. Mais il y avait cette chose où le monde était hostile, le monde voulait ta mort constamment, c'était un danger constant. C'est ça qui nous a fait nous rassembler d'ailleurs, c'est le danger. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, le danger est pas le même, le danger est moins fort, mais il est toujours là. On l'a vu avec cette épidémie. Oui, n'importe quoi peut arriver. Celle-là n'est pas si grave qu'on le dit. je vais me faire ban de YouTube. Et puis c'est peut-être pas la dernière aussi. Mais il est possible, et c'est possible, qu'un truc soit beaucoup plus fort que nous, pour utiliser le bon terme, enfin le bon terme, mon terme, je sais pas si c'est le bon du coup, mais quelque chose est plus fort que nous, et il faut reconnaître ça, et cette humilité-là, reconnaître que quelque chose est plus fort que nous, nous permettra peut-être aussi d'y survivre, parce qu'on sera aguerri, vigilant, t'as raison. On sera attentif, comme aux Russes. Aux Russes, le truc des Illuminati, tu sais, c'est l'œil. Oui. C'est être attentif, et beaucoup de divinités, notamment les premières divinités des civilisations, sont ça. C'est les Mésopotamiens, j'ai oublié le nom, mais c'est les Mésopotamiens avaient une divinité comme ça. Avec les yeux aussi. Avec les yeux. Dieu aussi, c'est un œil dans un triangle. Exactement. Il avait les yeux tout autour de la tête, parce que le truc de la divinité, c'est là. Et la base de la spiritualité, c'est, pour moi, en tout cas, la vigilance. Être vigilant. Ah, c'est vrai qu'on peut passer à côté sans vigilance, effectivement. Maintenant, est-ce que c'est fort, grand? C'est pas quelque chose qui veut te détruire forcément, mais c'est reconnaître que tu es un être fait de chair et de sang, et que tu peux partir à n'importe quel moment. Après, reconnaître qu'il y a quelque chose de grand, c'est pas uniquement quelque chose qui te dépasse, comme tu sais, un grand tout, que tu appelles ça Dieu ou autre chose. Oui, c'est pas Cthulhu qui te fait exploser le cerveau. Ouais, c'est pas ça. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais il y a aussi quelque chose de très fort, c'est reconnaître et respecter. Et tu vois, c'est aussi là qu'il y a de l'humilité, c'est entre nous tous, en fait. Entre tous les humains. Pour moi, il y a vraiment des vraies connexions qui font que ça fait partie d'un grand tout aussi. C'est comme quand les moments délicieux de la vie, tu sais, quand t'as une petite... une complicité dans le métro comme ça, et qu'on se regarde tous d'un coup, et puis tous les écrans s'arrêtent, et puis d'un coup on est tous ensemble, et en fait on se sent bien, et ça nous fait du bien en fait. Et ces moments-là en fait de partage, et on les retrouve où? Je sais pas, dans une salle de théâtre, tu vois. Par exemple, ouais. Ou même dans une salle de cinéma, parce qu'on est ensemble, ou même dans une asso de poterie pour des personnes âgées, j'en sais rien, mais tu vois, il y a aussi ce côté d'être ensemble, mais vraiment, tu vois. Pas pour des raisons... C'est pour ça qu'en fait, c'est les accidents, ces petits moments de grâce, tu vois, justement, là où on se retrouve, et puis complicité avec un inconnu, t'as aucun intérêt à l'avoir, et c'est juste, ça se fait. C'est peut-être vraiment ça, tu vois, vraiment être ensemble. Et pour moi, c'est un côté aussi de spiritualité, parce que tu es vigilant, justement, aussi aux autres, et à ce que tu ressens. Parce que t'es surpris par ça. C'est des accidents, en fait, mais c'est des beaux accidents. C'est drôle, parce que, du coup, là, je suis en train de penser, mais du coup, là, la vision de la spiritualité que j'ai donnée est une vision assez individuelle, je pense. Et toi, la vision, toi, tu es en train de me dire que la spiritualité, je pense que je suis assez d'accord, peut rejaillir d'une communauté ou d'une interaction humaine sociale, ou pas forcément sociale, mais une interaction humaine réelle, franche. Et quelque part, t'as pas tort, mais c'est-à-dire que les premiers instances de spiritualité qu'on voit dans l'histoire, c'est ces rituels chamaniques, autour du feu, danse, rythme, musique. Voilà, rythme. Alors, c'est là où tu vas voir, ça va revenir au début du segment. Danse, rythme, musique et drogue. C'est vrai. Et drogue. Drogue, alcool, tout ça. Une drogue et un alcool qui est utilisé rituellement et non pas quotidiennement, de façon journalière, ou lucratif, on va dire, tu vois, peut-être, parce que si c'est, il y a je sais pas si l'argent peut rentrer dedans, mais c'est vraiment non, pas lucratif, n'importe quoi. Je voulais dire ludique en fait, tu vois, ludique. Le côté, plaisant, tu vois, récréatif. Non, lucratif. Lucratif, le capitalisme. Je veux vendre de la drogue. Non, je n'ai rien dit. Oui. Le mot drogue est pas... Bon bref, je vais partir sur les trucs. Mais il y a des théories en ce moment, et je trouve ça super intéressant, comme quoi, déjà non seulement que la religion et les religions et la spiritualité seraient venues de la consommation de champignons hallucinogènes, dans les sociétés primaires, dans vraiment les débuts des civilisations,
mais que le christianisme en particulier serait, et ça c'est une étude qui est en Israël en ce moment, qui est en train d'être faite, que le christianisme serait à la base un culte du champignon. Le dieu Maury. Le dieu, le dieu Maury. Mais non, mais c'est un peu parce qu'il y a ces histoires que j'entends depuis quelques années là maintenant sur l'ayahuasca. Oui. Donc l'ayahuasca, c'est je le dis pour les autres, hein, mais c'est cette espèce de breuvage qui est en Amérique du Sud que les tribus sud-américaines buvaient avant, qui est à base de DMT, et dont j'ai oublié le nom scientifique, mais googlez ça. Diméthyltryptopolène, un truc comme ça. Un truc assez alambiqué. Mais je me souviens plus. Donc c'est la DMT qui y a partout dans la nature et dans ton corps, et si on a, mais ces plantes-là, c'est des racines, je crois. On sont particulièrement concentrés en ça. Il y a ces histoires où plusieurs personnes ayant pris de l'ayahuasca, ne s'étant jamais rencontrées, n'ayant pas entendu les histoires des autres et un peu partout dans le monde, ont cette même espèce d'expérience dans les symboles notamment hallucinatoire, qui serait que effectivement il y aurait cette entité créatrice qui est plus forte, qui est plus grande, qui est englobante et qui relie tout ensemble. Et ces gens-là ont eu l'impression, plusieurs d'entre elles, d'avoir une conversation avec cette entité qui prend des formes un peu différentes, mais le truc central, c'est ça, c'est cette entité qui créatrice, en fait, entité créatrice. Voilà, je ne trouve pas de meilleur terme que ça. Et ce serait de là que seraient venues les religions, et notamment et plus particulièrement les religions monothéistes, parce que c'est une entité. Je trouverais ça très intéressant. Mais alors ça, du coup, cette étude-là, en fait, quand est-ce qu'elle va être... Parce que là, elle est en cours, t'as dit. Mais il y en a plusieurs. Ça a commencé en Israël là-dessus, sur le truc du champignon particulièrement. Mais il y a plein d'études en ce moment en archéobotanie, ou archéobotanique, où ils sont en train de chercher dans les vieilles coupelles des traces de drogue, et ils en trouvent. Pas beaucoup de cannabis, mais beaucoup de trucs à base de DMT, effectivement, ou des champignons. Et il y a, même en Grèce antique, il y avait ce lieu, dont j'ai encore oublié le nom, je devrais étudier avant de venir, ce lieu basé sur la spiritualité, où ils auraient gardé le secret de la fabrication d'une espèce c'était soit de la bière, soit du vin, mais de cet alcool qu'on appelle spiké, où ils auraient mis des champignons hallucinogènes dedans, ou une espèce de psychotrope dedans. Donc c'était une bière plus. C'est une triple carmélite. C'est une quadruple carmélite. L'ingrédient secret, c'est la mycose. Et ils trouvent ces traces-là et c'est ce lieu-là, dont j'ai oublié encore le nom, était vraiment un lieu religieux. Mais je pensais que tu allais parler justement des Pythies, tu sais, à Delphes et tout, justement, qu'il y avait ce rapport spirituel. Je crois qu'elle respirait des inhalations de gaz ou quelque chose comme ça. Au départ, je pensais que c'était quelque chose dans ce goût-là. Mais ça a sûrement un rapport. Parce que c'était dans les temples et tout, et c'était vraiment la manière de communiquer avec les dieux, quoi, tu vois. Je ne suis pas expert là-dedans. Je sais, les Pythies, sûrement. Ça m'étonnerait que ça n'en ait pas de rapport. Voilà, c'est le meilleur que je peux faire là. Bon appétit. J'essaye vraiment de sélectionner un peu là, pour pas toutes les faire, mais là c'est parti. Ouais, mais quand il n'y a pas de public, on peut les faire toutes, mais là il faut filtrer les. Bon appétit, c'est bien. Oui. C'est très très bien. Alors, là où on va rentrer sur ton terrain, je pense, c'est quand je te disais que l'entité créatrice était englobante et reliée à tout. Est-ce que c'est de ça? Est-ce que tu penses que ça a un rapport avec ce que toi tu appelles les énergies? Tu veux dire, quand je parle de comment fonctionnent les personnes en fait qui évoluent, moi je pense que c'est un peu plus mécanique que ça, tu vois. Par exemple, mais ça peut avoir un lien. Mais si tu veux vraiment partir, si je parle aux scientifiques en face de moi, tu vois, je pense vraiment effectivement que tu vois, comment dire, les personnes,
tu vois, comment dire, qu'elles dégagent des énergies quand même assez différentes, et selon aussi la position de leur corps, tu vois. Tu vois, mais même sur scène, on le voit bien, en fait. On voit bien des comédiens qui sont... Enfin, en fait, c'est tout ce qui fait la présence, tu vois. C'est vraiment le fait d'être vraiment incarné, vraiment là. Mais après, est-ce que c'est pas pareil dans la vie? Quand, par exemple, tu vois quelqu'un te raconte quelque chose et que c'est super intéressant, et tu fais complètement la différence avec une autre personne qui va te raconter à peu près la même chose, mais là où tu suis pas au bout de 2 minutes, parce que la personne n'est pas assez... je sais pas, prise par son corps. J'ai du mal, tu vois, à définir ça, mais incarnée, quoi, tu vois, dans ce qu'elle dit. Et tu vois tout de suite quand quelqu'un te raconte une histoire et que c'est intéressant, et tu vois que ses yeux sont allumés, en fait. Quand je raconte une histoire où je suis intéressé, je suis un peu ce que j'appelle moi passionné, souvent les gens me disent que j'ai l'air énervé. Et du coup, je suis obligé de rebaisser ton niveau, de baisser mon niveau d'intensité. D'énergie. D'intensité. Merde, non mais... Elle m'a eu. Mon niveau... Ouais, parce que je sais... il y a quelque chose comme ça. Alors, ça n'a peut-être aucun rapport avec ce que tu dis, mais je sais que souvent, ce que j'ai dégagé aux gens, depuis le collège-lycée, et ça fait maintenant 15 ans, bientôt 30, bientôt 20, pardon, 15, bientôt 30. Tu as 55 ans. 15, bientôt 20 ans, que les gens m'ont souvent fait ce commentaire, comme quoi j'étais imbu de moi-même. Et c'est pas du tout l'impression que j'ai moi, mais on est très mauvais juge de soi-même. Mais les autres aussi. Les autres sont très mauvais juges de moi-même. Et est-ce que, du coup, c'est ce que tu verrais comme une sorte d'énergie que je projetterais par ma posture, par... Ça, c'est vraiment très intéressant aussi. Parce que j'ai le même truc que toi. On m'a souvent dit au départ, en me rencontrant, que j'étais froide et distante, tu vois, quelque chose qui est absolument pas... ce dont j'ai l'impression, tu vois, et justement qu'on peut mettre là peut-être sur le compte de la timidité. Mais effectivement, peut-être qu'on peut là, c'est vraiment une question que je me pose en même temps que toi. Peut-être qu'on peut le relier aussi au corps et à la façon dont, par exemple, toi, tu vas être passionné en racontant quelque chose, et du coup, peut-être que tu as l'air un peu, comment dire, combattant, tu vois, peut-être quelque chose qui paraît peut-être qui est trop agressif, entre guillemets, pour des personnes qui t'écouteraient. Et c'est juste ce que toi... Tu en dégages avec conviction. Et peut-être que c'est comme ça qu'ils le reçoivent. Donc peut-être, effectivement, il faudrait que je t'observe, en fait, maintenant, quand tu parles. Je pensais pas faire ma thérapie sur ce podcast, mais ça c'est bien goupillé, c'est bien. Voir comment, en fait, tu poses peut-être tes phrases et tout, et peut-être que ça peut paraître... Il y a beaucoup de peut-être. Ça peut paraître, j'allais dire intrusif, mais... Non, agressif, un peu. Ouais. Mais c'est une très bonne question. Mais je suis... Alors, ça, c'est un truc que je dirais, je suis agressif. Tu es agressif. Et je le revendique parce que je suis masculiniste. Non. Non, mais c'est quelque chose, je pense que tout le monde devrait être un petit peu. Cette possibilité, je le dis souvent, de pouvoir mordre. Tu vois, ça t'évite... savoir que tu as la possibilité et le présenter au monde, ça t'évite pas mal d'ennuis, je pense. Pas le faire, forcément. Pas le faire à la moindre... montrer les dents, en fait, comme un chien, tu vois. Ça veut dire, j'en ai. Ouais. J'ai des crocs là, et si tu m'emmerdes, je mords. Et fort. Avoir ça, je pense que c'est important. Je pense que ça revient à poser ses limites. Et je pense qu'effectivement, c'est hyper important pour respecter d'abord toi, mais aussi toi avec les autres. Parce que c'est vrai que si, par exemple, tu vas pas poser tes limites dans une relation, qu'elle soit amicale, dans ta famille ou amoureuse ou n'importe quelle relation, si tu poses pas tes limites et que tu montres pas les dents à un moment, il y a un truc qui s'installe et qui est pour moi, tu sais, un peu pourrissant après. Donc je pense que tu as raison sur ce côté-là. Et même ta vie, si tu passes ta vie sans montrer les dents une seule fois, sans prendre ce risque aussi, parce que tu t'opposes aux autres aussi en faisant ça, où tu peux justement, imagine, avec passion, tu vas parler de quelque chose, et on va dire que tu es un but de toi-même, tu vois. C'est un risque. Ou avec passion, quelqu'un va te répondre quelque chose qui n'est pas du tout d'accord avec ce que tu viens de dire, quoi. Voilà. Il y a ça. Ça, c'est très Donc, important. C'est un gros risque, en fait. Oui, c'est un risque. Mais c'est un risque on a décidé tous ensemble dans notre société d'inscrire dans la base de la loi. C'est confronter par la liberté d'expression.
Bon, je reviens toujours là-dessus, mais bon, c'est mon dada. Mais ce que tu dis, c'est ces postures qu'ont les gens là, ces énergies qu'ils dégagent, ce que tu disais, est-ce que c'est juste physique du coup? Est-ce que c'est juste comment ils se tiennent, comment ils parlent, comment ils regardent? Parce qu'il y a quelque chose, sous les prédateurs sexuels vont, que ce soit pour les enfants ou les femmes ou les hommes. Ou les hommes, mais c'est beaucoup plus rare, mais les hommes adultes, mais les enfants, tous sexes confondus, ce qu'ils vont chercher, en général, c'est les enfants ou les victimes qui ont des postures, ils vont, les prédateurs ça s'appelle des prédateurs pour une bonne raison, c'est que c'est des chasseurs hors pair. Et ils repèrent la proie qui a l'air, à défaut d'un meilleur mot, là prenable, pour l'instant, prenable, ouais, faible, j'aurais dit faible, moi, tu vois. Mais oui. Moi, je dis juste c'est une ouverture. Ouais, vois, c'est ça. Mais est-ce que ça a un rapport avec ce que tu dis? Parce qu'il y a aussi dans le métro, tu dis dans le métro, quand les gens se réveillent. Mais tu as ça aussi en négatif, effectivement. Il y a ça en négatif, mais il y a cette énergie qui se dégage entre les gens. Effectivement, je suis d'accord. Effectivement, quand tu m'en as parlé, dans ma tête, j'ai eu cette image de dans le bruit du métro, tout ça, tu as ton écran, tu as ta lumière dans la face, et tout d'un coup, les gens lèvent les yeux et il y a ce temps de pause. Tu n'entends plus rien. Et tout le monde se regarde et rigole parce qu'il y a un mec qui a fait quelque chose. Tu sens quelque chose de palpable dans l'air. Vraiment, ça existe, quoi. On l'a tous vécu au moins une fois, quoi. Ça, c'est pas possible autrement. Exactement. Est-ce qu'on est, du coup, nous les êtres humains, extrêmement sensibles? Peut-être que c'est nos radars qui sont sensibles à ce que les autres projettent comme énergie. Là, je serais d'accord avec toi, comme énergie. Mais je pense que la pensée, tu vois, et l'énergie, c'est aussi... En fait, je pense que la pensée est véhicule d'énergie. Et justement, quand tu parles de prédateurs, tu peux croiser des personnes, et je pense qu'on en a tous croisé, où automatiquement, sans raison, tu te sens menacé par la personne, en fait. Je te raconte une anecdote dans le métro. Je suis dans le métro, tranquille et tout, je suis sur un strapontin, et il y a quelqu'un qui monte dans le wagon et qui s'assied à côté de moi. Automatiquement, je me suis sentie vraiment pas bien, en fait. Et je peux, sans raison, tu vois, apparente... Sans le regarder, même? Juste... Sans le regarder, tu vois. Okay. Je regarde rarement les gens comme ça dans les yeux gratuitement, tu vois, c'est quelque chose que... Pas grand monde, ouais. Parce que je trouve que ça, c'est très intime, hein. C'est très... Ah ouais, c'est vrai. Mais si, il y a des gens qui tout de suite te regardent extrêmement dans les yeux et puis à 2 cm de ton visage aussi. C'est très compliqué, ces personnes-là. J'ai rien contre elles, mais moi, elles me mettent très très mal à l'aise. J'ai eu de l'angoisse tout de suite. Vas-y, dis-moi. Puis elle te... Ouais, bref. Okay. Tu sens le souffle sur ta bouche, enfin bref. Puis elle mange tes entrailles, je sais pas pourquoi. Complètement. Et cette personne à côté de moi, en fait... Au bout de quelques stations, je me dis, mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce que je me sens vraiment pas bien comme ça, en fait? Et au bout d'un moment, j'ai juste un œil qui part un petit peu vers cette personne, et je vois en fait sa main qui passe sous son manteau, et en fait, il était en train d'essayer de me voler dans ma poche. Tu vois? Waouh! Et... J'ai cru que ça allait être pire que ce que tu as dit. Non, oui, t'as raison. Quand j'ai fait la main, on savait pas où est-ce qu'elle allait, quoi. Quel bon mime tu fais. Mais... Et du coup, après, je me retourne vers la personne, je le regarde justement droit dans les yeux, ce qui est assez rare, et... parce que là, la limite a été franchie. Je lui signifie avec mes yeux, c'est pas possible ce que tu fais. Enfin, en gros, arrête tout de suite. Et il retire sa main. Mais pas vite fait, tu vois. Il me regarde et il retire sa main comme s'il allait la ranger, tu vois, comme ça. Parce qu'il a très bien compris. On n'a pas parlé. J'ai senti qu'il y avait un problème alors qu'on n'a pas parlé. Et ensuite, il a senti qu'il n'avait pas intérêt à continuer, parce qu'il s'était fait griller peut-être, mais parce qu'il a compris aussi dans mes yeux de ce que j'ai projeté dans ma pensée de « surtout, tu t'arrêtes ça tout de suite », et il l'a enlevé. Et c'est pareil que les enfants à l'école, tu sais. Les enfants qui se font taper à l'école, et un jour, on va leur dire « demain, tu vas être hyper remonté et tout, tu vas gonfler le torse, et tu vas te dire que personne ne peut te toucher, sinon le premier qui te touche, je sais pas, tu fais quelque chose, tu rentres dedans, j'en sais rien. Et c'est ce jour-là où t'es hyper remonté, que personne t'agresse et que personne te touche. Ça veut bien dire que tu dégages quelque chose, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça, je pense vraiment que la pensée véhicule une énergie, en fait, que tu crées. Ça, c'est peut-être le point bénéfique de se faire victimiser à l'école. Tu apprends. Bon, il y a des dommages collatéraux sur certaines personnes qui ne s'en remettent pas, mais moi, me faire victimiser à l'école, ça m'a appris ça, effectivement.
Me faire victimiser au collège, ça m'a appris à... Bon, stop. Mes limites, c'est là. Et si tu continues, bah, je te mets un point dans la tronche. Mais c'est bizarre aussi parce que je pense qu'aussi les enfants, ils sentent, je pense au collège, des choses comme ça, ils sentent aussi, tu vois, tu sais, tu parlais de faiblesse, on parlait aussi de personnes qui peuvent se faire prendre, on sait, les enfants, naturellement, savent sur qui taper, tu vois. Oui. Il y a vraiment des ouvertures. Et ils sont tous d'accord, en plus. Ouais, c'est ça. Ils sont tous d'accord. Il y a une démocratie de la violence, tu vois. C'est lui. Ouais. C'est lui. Et pourquoi, en fait ? Mais est-ce que... Alors là, je ferai peut-être une analyse encore évolutionniste. Peut-être c'est pour rendre la meute plus fort. Ah, tu veux dire taper sur les faibles pour les éliminer ou quelque chose comme ça ? Ou les éliminer, ou les rendre plus forts. Peut-être que dans un truc primal, on les aurait éliminés. Peut-être que dans une société plus moderne, c'est pour les rendre plus forts. C'est pas conscient. Alors, je vais reprendre un petit peu, revenir en arrière. Je ne soutiens pas la violence ni la victimisation. Il n'y a pas un bon mot. En anglais, bully, c'est parfait, on comprend très bien. Mais victimisation, c'est pas très... Bon, bref. La victimisation des enfants à l'école, c'est pas... je sais que ça crée des séquelles, je sais que ça crée beaucoup de problèmes chez beaucoup de personnes, chez moi aussi. Ça rend aussi, ça donne aussi peut-être plus tard un sens de la justice un peu trop... Exacerbé, oui. Genre, c'est pas juste. Bah oui, mais le monde est pas juste maintenant, c'est fini. Oui. Arrête de te plaindre. Mais effectivement, tu as tout à fait raison. Les enfants sont tout à fait d'accord sur qui ils vont taper. Qui va être la victime du lycée ou du collège cette année, ou ces 3 mois, ou parce que les 3 mois d'après, ce sera quelqu'un d'autre. Ça bouge, hein, mais en général, il y a un consensus. Oui, mais c'est vrai que c'est étonnant de voir cet ordre qui s'instaure justement, tu vois, des mini-cours royales, en fait, dans les écoles, en fait. Mais là, je prends les enfants, mais ça peut très bien être un peu plus tard, tu vois, dans des études supérieures ou des choses comme ça, même si les gens se disent toujours, on est tellement plus évolué. Mais... Pas en art. Hein. En art, c'est très peace and love. C'est différent encore. C'est d'autres cours, c'est parce que là, pour le coup, c'est... Ah, quoique, oui. Il y a quand même... C'est un peu plus hypocrite, on va dire. C'est un peu plus primal, tu vois, d'abord chez les petits, je pense. Mais c'est vrai carrément cet ordre, en fait, tu prends la meute de loups. Il y a toujours, tu sais, chez les loups, tu as toujours un loup qui est victime, en fait, et qui a ce rôle-là de victime, qui s'occupe un petit peu des louveteaux, et aussi qui est vraiment le souffre-douleur de la troupe. Enfin, de la troupe. Oh, lapsus. C'est la femme. de la meute. Mais c'est pas toujours... d'ailleurs une louve ou un loup. Je suis pas experte non plus en loup, tu vois, mais j'avais vraiment... C'est vrai, ça. Il y a toujours un loup qui est la victime, un souffre-douleur. Qui mange toujours en dernier, qui s'occupe des petits et tout, mais qui a vraiment un vrai rôle, en fait. Il a un rôle de souffre-douleur. Oui, mais il s'occupe des petits, c'est hyper important comme rôle, surtout dans une meute. Il est pas seul, tu vois, pour s'occuper des petits. D'accord. Mais je trouve ça incroyable que... Enfin, comment dire, c'est comme si c'était une sorte de condition, mais acceptée et nécessaire, tu vois. D'accord. Donc... Je vais pas trop faire les parallèles entre les humains et les animaux parce que non, mais il y a quelque chose, encore une fois, c'est des théories, c'est une vue évolutionniste du monde, mais si ça existe, c'est qu'il y a une utilité, tu vois. Maintenant, tu vois, ça serait la question, tu vois, on va repartir sur le prédateur. C'est une question hyper problématique, pas problématique, mais qui est sujet à tellement de polémiques, mais quelle est l'utilité du viol, tu vois. Si tu pars dans une... C'est hyper... Je peux comprendre les gens qui sont en train de faire... Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Parce que moi aussi... C'est juste remonter la source pour se dire, mais comment, en fait. Moi aussi, ça me fait ça. Comment c'est quelle est l'utilité sociétale, évolutionniste de ça? Alors, moi, j'en trouve pas. Mais il doit bien y avoir une raison pour laquelle les êtres humains... plus particulièrement les hommes, certains ont cette tendance-là. Et c'est une question qui, malheureusement, parce qu'on est dans un contexte où c'est très difficile de poser des questions sans être soit censuré, soit traité de n'importe quel isme possible. Pardon, j'ai tapé dans le micro. Mais c'est une question, je pense, qui est importante à se poser, pas pour dire qu'il y a forcément une utilité. Non. C'est pour dire quel est
fonctionnement du truc. C'est important c'est ça en fait, c'est important d'y réfléchir. Voilà. Et j'ai un gros problème avec tout ce qui est censuré justement, et surtout le fait on enlève des mots carrément en fait, des mots qu'on ne peut plus dire, et c'est pas en enlevant un mot qu'on va enlever un problème, au contraire. Ah, bien sûr. Alors que c'est en décortiquant le mot et comprendre, ok, on se pose, et c'est pour ça que je voulais faire aussi ce podcast avec toi, parce que c'est vraiment cool de pouvoir se poser, on va vraiment se poser et réfléchir ensemble à quelque chose en fait. On n'est pas en train de vouloir absolument s'imposer une idée ou quelque chose comme ça, mais vraiment, si on vit justement avec d'autres personnes et qu'on rencontre d'autres personnes, c'est bien pour se poser et réfléchir à des choses en fait, et pour aller quelque part. Bah tiens, parlons du truc où on va un peu clasher. Alors, je suis parti sur l'énergie parce qu'il y a un truc que tu ramènes souvent, tu rapportes souvent, c'est l'astrologie. Je savais que t'allais y mais venir. bien sûr, mais ça me fascine. Je savais. Ça me fascine parce que... Alors, il y a quelque chose en moi qui est très rationnel, qui dit ce n'est pas possible que les gens qui naissent le même mois ont tous les jours le même jour, les mêmes expériences, ou la même façon d'aborder le monde, ou les mêmes réactions. Et en même temps, quand tu fais la description du scorpion, ce que je suis, scorpion, ascendant scorpion, parce que j'ai fait mes recherches, et que tu me l'as fait, mais ça me parle tellement. Mais je suis d'accord. Et pareil, j'avais fait l'ennéagramme, donc les chiffres, j'étais des fins de lycée, j'avais regardé sur internet ce que c'était, ça m'avait un peu fasciné pendant une semaine. Mépris. Non, pas mépris, mais c'est pas mépris, mais j'étais à fond pendant une semaine, et puis après, y avait d'autres trucs à être fasciné par. Oui, mais t'inquiète pas. Grammaticalement, ça marche. Ok. Et pareil, moi je crois que c'était le numéro 9 et je trouvais que ça m'allait parfaitement bien. Mais est-ce que c'est moi qui, par le fait l'envie d'être reconnu, de reconnaître quelque part, me reconnaître quelque part, je projette ça sur les descriptions qui sont faites ou je me les accapare, ou est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une réelle... Est-ce que c'est tangible, quoi. Est-ce que c'est tangible? Voilà, merci. Écoute, je pense qu'on se reconnaît dans tout. Je pense que cette volonté... déjà, je pense que c'est important de réfléchir à ça. C'est le fait qu'on veut toujours se reconnaître quelque part. Quand tu veux faire un métier, tu te reconnais comme dans ce métier. Quand tu es en relation amicale avec quelqu'un, tu dis c'est mon meilleur ami ou quelque chose comme ça, et tu te reconnais comme son meilleur ami. Tu vois, il y a toujours un truc de définition de soi dans chaque chose. Donc c'est déjà un truc de reconnaissance. Ensuite, ça va, il est pas trop... Non, ça va. Ensuite, magie. Pour tout ce qui est... Moi, je dis pourquoi pas, en fait. Je dis pas certitude, mais je dis pourquoi pas. Non, mais c'est vrai, on dirait programme politique, en fait. Pourquoi pas? Pourquoi pas 2022. Écoutez, Éric je vais Zemmour vous dire, 2022. Pourquoi le racisme, pourquoi pas, tu vois. Je ne sais pas. C'est la campagne d'Éric Zemmour, c'est ça, en gros, c'est la stratégie politique, c'est Zemmour 2022, pourquoi pas? Ouais, c'est ça. Et ça pourquoi marche. Non et ça marche, c'est ça qui est le pire, c'est que sa campagne politique est un génie de maîtrise de la com. La hype qu'il a montée est extraordinaire. Mais bon. On part très très loin. Oui, je sais pas pourquoi on est parti là-dessus. Vas-y, donc tu disais pourquoi pas. Oui, pourquoi pas pour l'astrologie, effectivement. Je suis pas dogmatique non plus, et je suis rarement dogmatique sur les choses, tu vois. C'est juste que quand effectivement t'observes des coïncidences à répétition continue, et le fait que je savais que t'étais scorpion avant que tu dises que t'es scorpion, parce que je suis moi-même scorpion, à la limite, peut-être que c'est juste un pari que j'ai fait, et peut-être que je gagne souvent, tu vois. C'est peut-être juste ça, en fait. Ouais. Mais... Et je me demande si ça peut m'arranger, parce que j'y trouve un certain intérêt, tu vois, quelque chose qui me fait à la fois rire, et en même temps un moyen encore de définir un peu les choses, tu vois, autour, mais ce qui est vraiment un vrai besoin chez moi, c'est de définir. Ça t'aide à classer, du coup, ça, un petit peu à classer les gens, tu veux dire? Pas forcément les gens, mais à faire sens du monde, en fait. Je pense que oui, parce que j'ai aussi le même truc, tu vois, de s'intéresser à beaucoup de domaines, dont l'énéagramme aussi, à un moment. On dit énéagramme? On dit énéagramme. Je t'ai pas repris parce que je me suis dit... Mais si, reprends, parce que j'ai l'air d'un con maintenant. Non, je sais pas, parce que, tu vois, il y a les prononciations différentes. Peut-être que c'est libanais, tu vois, j'en sais rien. Après, je vais être raciste. Je suis pas si libanais que ça. T'as bien la khalas khalina. À tes souhaits. Mais oui, je me dis, pourquoi pas, après tout... En fait, je trouve ça tellement dingue de se dire que depuis les premiers hommes, pendant des milliers d'années, pour arriver jusqu'à nous,
ayant cette conversation dans cet endroit maintenant, à ce moment T, est-ce que c'est pas aussi bizarre? Moi, je trouve ça bizarre, hein, vraiment, qu'il y a eu tout ce chemin et que, voilà. Et un truc perché sur de se dire, mais finalement, en fait, un scorpion, ça ressemble quand même à un scorpion, tu vois. Ouais. Mais après, pourquoi pas, tu vois. C'est pour ça, en fait. Moi, j'observe, je vois des choses qui me parlent vraiment, mais je suis pas non plus avec certitude. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu essayes aussi la numérologie, parce que c'est encore plus... voilà. Je vais ouvrir une chaîne de voyance, en fait. J'arrête le court-métrage. Mais c'est... Est-ce que... Moi, tu vois, moi je pense qu'il y a quelque chose d'assez... qui est très... présent chez les êtres humains, qui est la reconnaissance des... ce qu'on appelle encore en anglais, parce qu'il n'y a pas un bon mot en français pour ça, des patterns. Patterns, c'est français? Oui, non, je sais pas. mais... Je sais plus. Je dis beaucoup de conneries. Il faut que tu t'expliques, parce que là, je t'avoue que je suis un peu larguée. C'est de trouver des séquences, voilà. De reconnaître des séquences qui font sens. Donc, comme un détective qui trouverait deux choses qui se ressemblent et qui auront un lien. Tu vois ce que je veux dire? Oui, j'ai tout à fait compris. Si tu vois sur comme un quelqu'un qui doit voir une répétition et en fait en faire une règle, un peu, c'est ce que tu dis. Ça. Ou décodifier des messages cryptés. Il y a un pattern, il y a un truc qui se répète qui fait que tu vas reconnaître que c'est ce symbole veut dire et souvent après ce symbole, et que ça se répète et que c'est souvent comme ça. Est-ce que l'astrologie dans son terme moderne, ce serait ou l'énéagramme ou la numérologie, ce serait aller puiser dans cette capacité qu'ont les êtres humains à trouver ces séquences et à y mettre un sens plus spirituel, du coup, plus... pour moi, c'est un peu plus ça. Alors après, je pense qu'on doit déjà séparer, tu vois, tout ce qui est astrologie, numérologie, de par exemple l'énéagramme, qui est vraiment un domaine de psychologie, tu vois, donc c'est encore autre chose. C'est pas un domaine autant... de psychologie, l'énéagramme? Bah oui, de développement personnel, tu vois, mais c'est pas aussi ésotérique, par exemple, que la numérologie, que tu dois absolument essayer quand même. Je ferai essayer auprès de la bonne personne. Tu veux pas me le faire, toi? Bah, je suis pas assez compétente, justement. Je débute à peine. Et tu vois, c'est encore un truc pour moi hyper récréatif aussi. Et c'est pas justement dans cette volonté absolument de la certitude, mais du jeu, en fait, tu vois. Et je trouve ça vraiment... c'est quelque chose que je dois... Je suis très... tu l'as vu, hein? Oui. Cartésien, scientifique dans ma façon de penser. Même ma façon de penser, la spiritualité est très scientifique et utilitaire presque, tu vois. Et c'est pas quelque chose que je fais souvent d'être... Oh, allez, explorons... explorons... C'est quelque chose que... le complotisme, tu vois. Oui. Ben, c'est quelque chose où avant je regardais le complotisme et je m'énerve. Maintenant je commence à apprendre à regarder, essayer de comprendre comment il fonctionne et rire. Rire quand c'est idiot ou quand c'est absolument absurde et m'amuser de ça. Ou le truc c'est que il y a des complots, ça existe, ça n'est pas inconnu au bataillon. Enfin c'est maintenant, il faut séparer comment on dit, le blé du grain. Comment on dit, Thibaut? Le blé du grain. Oui. La farine du... 1, 2. T'en vas la cruche à l'eau qu'à la fin, la caravane à bois. Voilà. C'est long. Oui, voilà. C'était complètement gratuit. Oui, du coup, je sais plus ce que tu disais exactement. Non, parce que je me suis perdu dans mes pensées. Ouais, tu séparais le complot, de trouver en fait, c'est ce que tu dis, le fun, de trouver l'amusement dans l'incertitude. Tu dédramatises maintenant. Je dédramatise beaucoup. J'étais très dramatique. Ouais. J'étais très théâtral. Ah. Tu fais super bien le A. Hein, je fais très très bien le A. Et j'étais énervé aussi beaucoup. Maintenant, j'essaie quand même de l'eau dans le vin dans plein de choses. Mais ça n'empêchera pas de penser qu'il n'y a pas de base scientifique à l'astrologie. Mais c'est ça, le truc, c'est que tu reconnais ça et que tu dis que on s'en fout. Oui, alors c'est vrai, parce que j'ai pas de certitude, mais après, tu vois, même la science, j'en parlais avec quelqu'un récemment et qui est dogmatique de la science. Et je trouve ça quand même incroyable d'être dogmatique de la science, tu vois. Parce qu'on sait très bien... Mais aujourd'hui, tout le monde est dogmatique de la science. Oui. Enfin, tout le monde. La science est vue comme un dogme. Mais vas-y.
C'est juste parce que justement, cette personne me donnait comme argument un truc entre les femmes et les hommes en disant que une étude avait montré, je crois que c'était dans un pays, je crois que c'était le Danemark, que les femmes étaient moins faites pour des métiers scientifiques que les hommes et que c'était scientifique, donc c'était vrai, il n'en démordait pas. Et comme c'est la science, c'était vrai, tu vois, mais il le disait en pure bonne volonté, tu vois, même pas, on pouvait même pas en reparler, en discuter ensemble. C'était, mais bien sûr que non, c'est la science, c'est vrai. C'est ce qu'il a dit. Il a dit que c'était montré qu'elles sont moins faites, c'est-à-dire qu'elles sont moins bonnes pour ça. Ouais, c'est ça, juste parce que actuellement, il prenait, en fait, si tu veux, c'était prendre les chiffres des femmes scientifiques comparées aux hommes et voir qu'il y en avait moins de femmes par rapport aux hommes. Alors peut-être que c'est juste une question d'ouverture, tu vois, dans la vie, ou quelque chose qui te paraît plus donné, quelque chose comme ça. Ou même une question d'intérêt. Oui, voilà. Enfin, pour moi, là, pour le coup, c'est vraiment plus culturel qu'un truc de capacité, tu vois, c'est pas Ah possible. non, non, bien sûr que non. Je connais des gens, c'est comme on m'a souvent sorti, tu sais, le côté, les femmes sont plus, tu sais, faites pour faire les jolies choses, les choses comme ça et tout. Mais je connais des personnes, des femmes qui sont incapables de faire quelque chose de beau et qui vont demander à quelqu'un d'autre. Et je connais des hommes qui font des trucs très très beaux et délicats, quoi, tu vois. Maintenant, c'est une question de statistique, tout ça. Il oublie l'intérêt là-dedans. Le truc, c'est que la chose sur laquelle les hommes et les femmes n'ont quasi aucune différence, c'est sur l'intelligence. Il n'y a aucune vraie différence entre les hommes et les femmes sur l'intelligence. Il y en a sur plein d'autres choses, mais pas sur l'intelligence. Les femmes sont tout à fait capables de faire de la science à aussi haut niveau intellectuellement que les hommes. Maintenant, c'est l'intérêt qui compte, et c'est ce qui est souvent pas mis dans ces études-là, c'est statistiquement, dans les grands chiffres, est-ce que les femmes sont intéressées plus par les sciences que les hommes? Et dans les intérêts, non, elles sont c'est 60-40. Sont moins intéressées. Mais tu vois, peut-être que ça, c'est aussi une question d'éducation et de culture, parce que justement, c'est moins donné... La question est là, dans les pays scandinaves, ils ont essayé de balayer tout ce qui est culturel. Le problème, c'est ce qui s'est passé, c'est que l'inverse s'est passé de ce qu'ils attendaient. C'est que au lieu d'avoir, bon, je l'ai dit plusieurs fois, mais au lieu d'avoir une espèce d'égalité qui commençait à se faire dans le quota dans les STEM, donc sciences, technologie, engineering et maths, entre les hommes et les femmes, c'est l'inverse qui s'est passé. Moins de femmes y sont allées et plus d'hommes y sont allés. Donc il y a quelque chose peut-être d'un peu plus inné dans le tempérament entre les hommes et les femmes, encore une fois, dans les grands chiffres, dans les grandes statistiques, qui serait que les femmes sont plus intéressées par l'humain, et les hommes sont plus intéressés par les choses. La preuve, j'ai ramené tout ce matériel très technologique qui m'intéresse beaucoup. J'ai ramené ma personne. C'est pas vrai. Non, mais ça veut pas dire que les femmes ne peuvent pas être intéressées par les choses. Ça veut pas dire non plus que les hommes ne sont pas capables d'avoir un intérêt humain, au contraire. Mais si on prend les grands chiffres, et quand on est au niveau de l'État ou du gouvernement, ou qu'on doit faire des lois, on doit être au niveau de ces grands chiffres-là. Ça ne veut pas dire qu'individuellement, toi, petite Christine, tu ne peux pas aller devenir une chercheuse scientifique en astrophysique. Bien sûr que non. Bien sûr, je sais plus comment je formule la phrase, mais elle peut le faire, il n'y a pas de souci. Christine. Elle est Christine, et toi, en tant qu'homme, tu peux devenir danseur de ballet, bien sûr. Ou psychologue, ou machin, ou sage-femme, j'en sais rien, tu vois. Bien sûr. Maintenant, dans la médecine est dominée par les femmes aujourd'hui, notamment au niveau du corps infirmier. Les médecins aussi, c'est les femmes qui dominent en ce moment cette catégorie. Ce qui n'était pas le cas avant, donc ça montre bien que... Ce qui n'était pas le cas avant, ce qui est quand on a ouvert, quand on a commencé à ouvrir, les femmes, ils sont allées plus là-dedans, elles ne sont pas allées vers la maçonnerie. Tu vois ? Hein, c'est bon, ok. Je ne sais pas où on a coupé, mais on parlait des intérêts des hommes et des femmes. Et que c'était le plus grand chiffre, justement, comme tu disais. Et du coup, voilà, je disais, il faut aussi savoir que les habitudes, elles ont la dent dure, quoi, tu vois. Et que, effectivement, comme tu parlais des pays, là, justement, qui mettaient des choses en place pour une égalité et tout, et que ça avait fait l'inverse, peut-être parce que c'est d'un coup trop... Peut-être. Je sais pas. Peut-être. Puis ça commence tellement tôt, tu vois, cette appréhension du monde aussi. Peut-être, mais tu mets le truc, c'est que tu mets deux bébés face à deux types de jouets. Donc tu mets un bébé, un petit garçon et une petite fille. Tu les mets face à un camion et une poupée. 60% du temps, le petit garçon va prendre le camion, et 60% du temps, la petite fille va prendre la poupée. La différence, elle est en général 60-40. Maintenant, c'est pas énorme, c'est notable, mais c'est pas énorme. Mais le truc, c'est que la sélection se fait aux extrêmes, et dans les extrêmes, les gens qui sont les plus intéressés par les choses, c'est des hommes, à 90%, et les personnes qui sont les plus intéressées par les êtres humains, c'est les femmes, à 90%. Et la sélection se fait là.
C'est ça le truc. Je vais revenir sur une chose. Dis-moi. Tu parles petite fille, petit garçon. Donc là, on a déjà quelqu'un qui va déjà à la crèche, qui est déjà en contact avec d'autres enfants. Non, je parlais bébé, genre... bébé genre qui un an, genre un an. D'accord. Et ben franchement, je t'assure que les bébés... Enfin, en tout cas, à mon observation, je n'ai pas de chiffres. Mais vraiment, un bébé, tu lui mets une serpillière, un dragon, une poupée dans les mains, il prend ce que tu lui donnes, en fait. Et il est habitué tout de suite à l'image de ce que tu lui donnes. Ensuite, il y a un truc qui est très très fort. Je vois ça avec ma nièce qui a 4 ans à peine. Elle a déjà eu le truc à la crèche... au bout d'un moment. Au départ, elle a un petit frère. Ils ont complètement les jouets, ils mettent des robes tous les deux, ils mettent des machins, enfin, vraiment, c'est complètement mixte entre les deux. Quand elle est rentrée à la crèche, elle qui mettait des pantalons, des choses comme ça, mais des robes, mais tu vois, parce que ma sœur a récupéré plein de vêtements et tout, comme toutes les mamans, j'imagine. Oui, comme tous les parents, personne n'achète de nouveaux vêtements. Voilà. Elle a eu cette volonté, à 3 ans, d'un coup, en fait, maman, j'arrête de mettre des pantalons, je mets des robes, tu vois. Il y a une identification quand même au féminin, tu vois, cette revendication. Mais pourquoi il y a quelqu'un qui lui a dit il faut mettre des robes ? C'est juste à la crèche, c'est juste le fait qu'il y ait des autres enfants qui soient déjà comme ça, parce que d'autres parents font ça, et du coup, ça commence vraiment très tôt. Elle avait 3 ans, et je trouve que c'est incroyable déjà. Je trouve ça d'un côté merveilleux et d'un côté effrayant, parce que tu te dis que toute ta personne, tu l'as construit déjà à cet âge-là, par les autres aussi. Alors qu'avant, c'était mixte, tu vois. Il faut quelque part qu'on construise notre vie par rapport aux autres, parce qu'on va vivre avec les autres. Maintenant, est-ce que c'est mettre une robe ou pas une robe ? Je sais pas, je pense pas. J'avais une amie. Le truc, c'est que chaque personne qui veut faire une espèce de combat idéologique va se concentrer sur certaines choses et pas d'autres. J'avais une amie à la fac qui était très féministe et qui ne mettait jamais de pantalon. Pour elle, c'était robe et c'est tout. Oui. Robe ou jupe, mais c'était pour elle, tu vois. Et son combat va être sur d'autres choses, tu vois, sur d'autres petits détails. Et j'avais d'autres amis féministes qui leur combat, ça va être sur la robe et sur l'habillement. Le truc, les mouvements aujourd'hui, à chaque fois on revient là-dessus, je sais pas pourquoi, mais c'est la thématique. C'est toujours mathématique dans ces podcasts. Les mouvements anti-haine qu'on a aujourd'hui, modernes, sont tellement focalisés sur l'idée de groupe qu'ils en oublient l'individualité. Et en fait, j'avais dit ça il y a 10 ans, à force d'avoir des ligues antiracistes, ligues féministes, ligues anti-homophobie, tout ça, en fait, ces mouvements qui ont été très importants pour l'acceptation par la société en globalité, aujourd'hui sont peut-être un peu plus néfastes, déjà du fait de leur existence, parce que ça ostracise déjà, d'avoir une ligue anti-homophobie par son existence. C'est comme ça, c'est mon opinion, encore une fois. On revient au dogme, en fait, aussi. On revient vraiment au dogme et il y a de la violence dans l'anti-violence. Et ça, c'est pas possible, en fait. Tu peux pas lutter contre l'homophobie et devenir un personnage horrible à cause de ça, tu vois. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a, tu sais, comme un truc qui a dérapé entre le combat que tu veux mener et la façon dont tu le fais. Et tu vois ça beaucoup dans le féminisme aussi. Et c'est ce que je n'appelle... Il faut plus l'appeler féminisme, ce qui se passe en ce moment. C'est pas vrai, parce que... c'est pas du féminisme. C'est juste, on dirait qu'il y a des gens qui décident de se rallier à quelque chose parce qu'il faut se rallier à quelque chose, et ben justement, comme un dogme, comme une religion, et ils partent en croisade, mais d'une façon sans penser, sans réfléchir, et puis sans empathie, en fait, tu vois, et sans vouloir discuter. Mais moi, je serais d'accord pour que ces personnes-là qui se disent féministes aujourd'hui, dans un féminisme post-moderne, qu'on ne l'appelle plus féminisme, parce que ça n'est pas ça. Ça n'est pas l'idée de base qui était homme, femme égale devant la loi. Hein ? C'est-à-dire homme, femme, être humain devant la loi, et il n'y a pas de distinction. C'est pareil pour n'importe quelle, ce qu'on dirait des races ou des sexualités. Être humain avant tout, individualité avant tout. Il y a une surdéfinition aussi des choses. Exactement. Je pense pas qu'en surdéfinissant, tu sais, tout ce qui est justement... j'ai du mal parce que je connais pas tout, mais tu sais, le fait que tu sois homme, femme, femme, homme, femme, homme, femme... Les 70 catégories de genre qu'il y a sur Facebook, par exemple. Mais je ne vois pas en quoi ça va rendre les gens libres. Je veux dire, c'est heureusement qu'il faut se battre pour que chacun puisse vivre comme il le veut et que personne doit emmerder personne. Mais je ne pense pas que la surdéfinition... En fait, il y a une expression qui dit «
à force de se branler sur les atomes, on oublie de regarder les étoiles, tu vois. C'est de moi, voilà. Comme ça, c'est balancé. Mais, elle est bien celle-là. En gros, c'est vraiment ça, tu vois. Et on oublie de regarder en global. On se perd dans les groupes, comme tu as raison, on perd l'identité. Et je pense que c'est pas là le combat, quoi. Non, c'est sûr. C'est pas là. C'est sûr. Il faut s'affranchir en fait de tout ça pour vraiment être libre. L'intersectionnalisme, c'est ce qu'elle, je dis elle parce que c'est souvent elle, mais je connais des hommes féministes et je trouve que c'est les pires. Parce qu'il y a quelque chose de vicieux dans ça. J'ai l'impression. Tous les hommes féministes ne sont pas. Non, mais dans la modernité aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que quand ils disent. Quand il y a quelque chose où ils vont dire je suis un allié, je suis un homme, je suis une part du problème et je le reconnais, il y a quelque chose ça c'est très très bizarre. Oui, voilà, merci. Mais ça, je le reconnais, c'est comme ceux qui s'excusent maintenant. Oui, qui s'excusent d'être un homme, tu vois, ou d'être non blanc, ou d'être... Oui, mais c'est pas possible. Non. Ça va pas faire avancer les choses de se fustiger, de se victimiser, en fait. Enfin, c'est non, pas parce possible. qu'ils gagnent des points, sociaux. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est maintenant, on éduque bien les enfants, maintenant on arrête de déconner avec le racisme et des choses comme ça, mais on va pas s'excuser pour des trucs que... des gens avant toi ont fait. C'est maintenant qu'il faut changer les choses. Le passé, tu le changeras pas de toute façon. Donc ça, je trouve ça incroyable, en fait, ce truc-là. Tu veux soumettre les gens... C'est ce que j'appelle homme féministe, c'est ça. C'est les gens comme ça. Non, mais... ça, je comprends pas. C'est ça le problème, c'est que ça devrait pas être appelé féminisme. À chaque fois, je dis ça, et ça va poser un problème, parce qu'il y a des femmes qui se considèrent féministes qui vont dire « Mais regarde le gros misogyne, là, qui est en train de critiquer le féminisme. » Mais en fait, je critique pas le féminisme, je critique les gens qui vous l'ont volé. Ouais, c'est... Mais après, tout est détourné, tout est... mais comme toute cause, tu vois. Il y a tout le temps des moments dans des causes où ça pète des câbles, et après, normalement, ça arrive à mieux, tu vois. C'est comme une sorte d'évolution d'une créature. En fait, au bout d'un moment, il y avait des ailes, mais finalement, ça servait à rien, donc on les coupe, et après, il y a une queue de poisson, et après, ça va mieux, tu vois, pour la sardine qui nage dans l'eau. Mais... Super métaphore. C'est génial comme image. Tu vois ce que je veux dire? Mais vraiment, le féminisme, c'est quelque chose de très beau. Je crois que c'est ce que Patrick Sébastien avait pensé. On a écrit ensemble, hein, ça faut le savoir. Ah oui. C'était ton papa. C'était mon papa Patrick. Et là, ça fait inceste, pardon. Oui. Et donc, du coup... Donc voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose, les idéaux et tout, il faut toujours avoir des idéaux comme ça, c'est super important que ça soit... et c'est difficile, justement, quand tu veux aller contre les groupes des gens qui représentent des idéaux, t'es traité, justement, d'homophobe, de raciste, de misogyne, d'antiféministe et tout. C'est pas vrai. Parce que tu peux vraiment avoir tous ces idéaux-là. Enfin, tu vois, là, je commence un petit peu à partir en croisade, et du coup, ça... Je zozote. Et tu peux avoir ces idéaux-là, en fait... et pas du tout être d'accord avec la méthode employée, ni la violence, en fait, ni au fait de te forcer à être dans l'extrême tolérance, tu vois, et tout. On aura toujours des zones là où on ne sera pas autant tolérant, et c'est bien de le savoir au lieu de se dire qu'on va tous être hyper tolérants sans se poser de questions et sans réfléchir. C'est pas vrai. À l'intérieur de nous, on a toujours des préjugés, et c'est intéressant de les entendre, et de se dire, bon attends, on se pose avec, et en fait c'est nul ce que je pense, et voilà pourquoi. Et t'es pas une mauvaise personne si t'as des préjugés, t'es un être humain, c'est normal. Et t'es une bonne personne quand t'y penses, en fait, et quand tu les remets en question, c'est tout, en fait. Et c'est normal d'avoir des défauts. Complètement. Et il n'y a pas d'émotion négative, c'est pareil, tu vois. Non mais, ça c'est un truc qui m'insupporte, c'est le fait que maintenant, tristesse, colère, des choses comme ça et tout, on appelle ça des émotions négatives. Donc il y a plein de trucs dans le développement personnel là où c'est plus trop le cas, mais tu peux pas dire que la colère ce soit négative, comme le fait d'avoir des réflexions sur ses préjugés ou des zones d'aveuglement que tu as en toi, ou alors discuter des façons dont une cause est représentée par certaines personnes et t'es pas d'accord avec. Ça veut pas dire que tu ne respectes pas la cause, c'est juste que tu respectes pas la mauvaise déontologie des personnes. Je sais pas si c'est très très correct, mais... Ou que t'es pas d'accord avec une idée, juste. Ouais. Une pratique surtout. Bon, sur ces bons mots, nous allons être coupés par les raisons techniques, mais promis, on en refera une avec une caméra qui dure plus de 1h45 et où on pourra arrêter de séquestrer ton homme sur le canapé. Avec encore plus de jeux de mots foireux. Avec plus de jeux de mots foireux. Et on va s'arrêter là. Et merci, c'était super merci cool. beaucoup, j'ai apprécié ce moment. Merci pour ce moment, comme disait une grande philosophe. Et de toute façon... Alors, je vais mettre les liens de ton
court-métrage dès qu'il sort en dessous de la vidéo. Très bien. On joue vendredi et samedi au théâtre Clavel, 21h30, Le Secret de Virginie. Les deux dernières. Avant les prochaines. Allez, bonsoir à tous, merci beaucoup de m'avoir accueilli. En tout cas, c'est super cool. Et c'est comme ça qu'on va s'en sortir, c'est en réfléchissant ensemble. Voilà, c'est ça. Et maintenant, la météo avec Christine Boutin. Salut, bonne soirée. La météo et Christine Boutin.